J'étais au boulot, je suis rentré chez moi et je suis allé all-in sur Bitcoin. J'adapte toujours ma taille de position en fonction du risque. J'ai une stratégie très précise. J'essaye de détailler, de faire comprendre les technologies pour justement augmenter cette connaissance dans cette nouvelle technologie. Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je reçois un invité pour qu'il nous partage son expérience et son expertise dans l'investissement crypto. Nous avons tous beaucoup à apprendre des réussites et des échecs des uns et des autres. C'est dans cet objectif de transmission et de partage que j'ai le plaisir de recevoir David pour ce premier épisode de Parcours d'investisseur. Salut David. Salut Joe, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, en forme. Je suis ravi de t'accueillir du coup pour ce premier épisode. Ça fait quelques années maintenant qu'on échange sur les réseaux, notamment sur Instagram. Et je suis très content que tu sois du coup le premier invité de ce nouveau format. Pour commencer, j'avais envie de te présenter sous le prisme de ton profil d'investisseur. Et donc j'ai quelques questions du coup à te poser pour en savoir plus un peu sur ton profil. Déjà, pour commencer, au niveau de ta situation personnelle, puisque pour moi, c'est un des éléments qui est important à prendre en compte, voilà, est-ce que, si tu es OK avec ça, nous dire un peu quelle est ta situation, ton âge, où c'est que tu habites, si tu as des enfants, voilà, si tu veux présenter un peu ta situation perso. Ça marche, avec plaisir. Déjà, merci Joe de m'inviter. Ça fait, ouais, comme tu le dis, hein, ça fait un moment qu'on discute ensemble. Et, vous voyez, on échange beaucoup avec des personnes du monde crypto parce qu'on en fait tous relativement partie. Et c'est vrai que Joe, voilà, je suis beaucoup ses contenus, on discute, j'écoute ses conseils, on se partage des conseils. Donc ouais, merci à toi, ça me fait plaisir d'être le premier pour commencer. Et voilà, me concernant, moi c'est David, alias Stash sur YouTube. J'ai 36 ans. Et si tu veux, moi, je suis célibataire sans enfant, ce qui facilite un petit peu l'investissement crypto, tout simplement. Et je vis dans le sud-ouest de la France, du côté de Toulouse. Je suis maître d'hôtel en 4 étoiles pour un très bel hôtel sur Toulouse. Et voilà, ça fait, je dirais, à peu près 6 ans. Je suis dans le monde des cryptos. Tu crées du contenu sur YouTube depuis combien de temps? Ça fera 2 ans à partir de l'été prochain. Et mon contenu se base principalement sur l'analyse fondamentale de projets la plus précise. Donc, je prends les projets crypto que la communauté donne, je rentre dans le maximum de détails, j'essaye de détailler, de faire comprendre les technologies pour justement augmenter cette connaissance dans cette nouvelle technologie. Je crois, en tout cas à ma connaissance, tu es celui qui va le plus en profondeur et dans le détail de l'analyse fondamentale d'un projet. Tu as des vidéos qui sont ultra complètes, qui sont longues, du coup, qui sont sur des formats d'à peu près 1 heure, c'est ça? Ouais. Et je crois que, en tout cas, sur on va dire le marché francophone, je pense que tu es le seul à offrir un contenu aussi deep, aussi profond dans l'analyse de projet. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, un petit peu comme toi, dans tous les contenus que tu partages, tu rentres dans tous les détails. Me concernant, dans l'analyse fondamentale, j'ai remarqué en fait que c'est ce qui me manquait le plus. Parce que, si tu veux, tu as des vidéos qui expliquent les projets, mais elles sont relativement courtes. Et tu te dis derrière, tiens, mais le consensus, personne ne l'explique dans les détails. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un gros manque de connaissances. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le truc. En fait, je suis pas un formateur, je suis simplement un investisseur qui adore rechercher, qui adore, enfin déjà qui a du temps pour lui, pour pouvoir faire toutes ces recherches-là. Et qui, voilà, j'adore transmettre, j'aime bien faire du montage, même si ça prend du temps. Et le fait de combiner toutes ces choses-là, eh bien, ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel, ça fait juste quelqu'un de moins, entre guillemets, sans critiquer qui que ce soit, mais de moins feignant. Et c'est ça qui fait la différence et qui me permet de me démarquer des autres, du moins sur le marché francophone. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager
le fruit de tes recherches sur YouTube, parce que comme tu dis, c'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures de recherche, d'analyse, faire un travail de synthèse, de vulgarisation, de montage. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de transmettre? Bah, à la base, si tu veux, j'avais créé une première entreprise dans un marketing relationnel et pour me mettre en avant, j'avais trouvé ce filon d'expliquer les projets, mais sur des réels Instagram et sur TikTok. Et j'ai vu que la mayonnaise avait pris. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, je vais tenter l'aventure sur YouTube. Donc, je fais plus partie du marketing relationnel aujourd'hui, donc c'est simplement du contenu que je partage gratuitement. Mais derrière, tu vois, ta vision évolue en fonction des résultats. Et lorsque tu vois une communauté qui commence à te suivre, une communauté qui te fait confiance, eh bien, ça motive à continuer. C'était tout simplement ce cheminement-là. À la base, pour m'attirer des clients, et ensuite, au fur et à mesure, lorsque je n'ai plus besoin de clients, ce plaisir de partage. C'est quand que tu t'es lancé dans l'investissement? Il y a 6 ans, 7 ans. Ouais, ça fait faire 7 ans. Putain. Ok. Ça ne rajeunit pas. Est-ce que tu es positionné sur d'autres classes d'actifs que la crypto? Pas du tout. Pas du tout. Ok, donc c'est full crypto pour toi. Full crypto et épargne, forcément. Ouais, ok. Mais du coup, si on prend la poche investissement, uniquement crypto. 100% crypto. Ok. Si, j'ai fait des assurances vie, si tu veux, mais en fait, sans critiquer le domaine bancaire, quoiqu'un petit peu quand même, lorsque tu vois les rendements d'assurance vie, en plus de ça, tes plus-values sur assurance vie directement exposées à la flat tax, si tu les coupes avant 8 ans, je crois que c'est ça le terme officiel, alors que les cryptos, voilà, ça t'ouvre un monde déjà beaucoup plus rentable lorsque tu es bien éduqué et que tu as une stratégie claire. Et en plus de ça, eh bien, tu peux, entre guillemets, passer à côté de la flat tax du moment que tu utilises uniquement des stablecoins. Et l'un dans l'autre, je me suis beaucoup plus retrouvé dans le monde crypto. Ouais, ok. Et un élément important quand on parle de profil d'investisseur, c'est l'aversion au risque. Comment tu évalues ton aversion, même si je suppose qu'elle est quand même assez élevée, puisque tu es quand même du coup plutôt full crypto sur la partie investissement. Si tu devais citer un adjectif pour définir ton aversion au risque? Alors, je te dirais un risque équilibré. Il y a certains actifs pour lesquels je vais prendre de beaux risques, mais j'adapte toujours ma taille de position en fonction du risque. J'ai une stratégie très précise sur la manière de gérer mes actifs et je suis ma stratégie de A à Z et c'est ça qui me permet bien d'être en profit à l'heure actuelle. Ouais, ok. Et donc, tu as commencé il y a 7 ans, tu as dû connaître quand même forcément des moments un peu difficiles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours dedans, à la fois investisseur et en plus, depuis quelques années maintenant, créateur de contenu? Qu'est-ce qui te pousse à continuer? C'est tout simplement croire en cette technologie. Tu vois, lorsqu'on discute avec des amis à nous, il y en a pas mal, certainement aussi dans ton entourage, Joe, des personnes qui te disent « Putain, j'aurais aimé vivre dans les années 80, j'aurais aimé vivre dans... » Enfin, tu vois, j'aurais aimé connaître Woodstock, etc. Et quand j'y réfléchis, je suis vraiment heureux de vivre à cette époque, là, maintenant. Même si, bon, dans le monde, c'est pas la meilleure époque. La meilleure époque, la Terre est connue, mais d'un point de vue, en train de vivre une réelle révolution. Et cette révolution qui a avancé par la technologie qu'on adore tous les deux, la technologie blockchain. Et c'est tellement passionnant. Tu vois, au départ, quand j'ai eu mon premier téléphone portable, c'était un Nokia 3410. Ouais. Pour te dire, à l'époque, tu pouvais rien faire avec ton téléphone. Et là, à l'heure actuelle, ton téléphone, c'est un second ordinateur. Et quand tu vois cette révolution, cette évolution de la technologie, c'est passionnant. Et ce qui me motive à continuer, c'est de me dire comment ce sera dans 10 ans? Comment ce sera? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que... Ça va vite, hein? Oh, ça va vite et ce sentiment que ça s'accélère, ce sentiment que ça va toujours plus vite, ça fait bizarre. Tout à fait, tout à fait.
j'ai connu Wikipédia, tu vois, pour rechercher. Donc, tu mettais ton CD-ROM dans l'ordinateur, tu avais une base de données sur, sur, sur plein de sujets. L'équivalent, pas Wikipédia, ça s'appelait Encarta. Encarta, ouais, c'est ça. Ah ouais, exactement. Encarta à l'époque, tu mettais ton CD. Et à l'heure actuelle, on a Wikipédia qui est mis à jour tous les jours, tu vois, par la communauté. Et, enfin, tu vois, on est réellement... C'était la référence quand tu avais un dossier, une présentation à faire à l'école. Tu allais faire tes recherches sur Encarta. Exactement, exactement. Et là, tu vois, cette accélération avec aujourd'hui ChatGPT, etc., l'intelligence artificielle, bref. L'accès à l'information a vraiment été modifié, hein, c'est sûr. Totalement. De A à Z, que ce soit l'accès à l'information ou l'accès à la sécurité, l'accès au contenu, l'accès au divertissement. Tout a été simplifié, tout a été accéléré. Et je pense que les prochaines années vont être exceptionnelles. Au niveau de donc, tes investissements crypto, est-ce qu'il y a des théories, des hypothèses sur lesquelles tu te bases pour construire ta stratégie? Alors, si tu veux, étant donné que je me base principalement sur le fondamental des projets, j'ajoute toujours une recherche de psychologie de marché. Je le mets beaucoup en avant et je me base sur ces deux critères-là. J'analyse le fondamental d'un projet. Donc, pour parler clairement, hein, j'investis dans aucun meme coin. Très simple. Le fondamental d'un projet, si le projet me parle, du moins sur le cycle, comme là, cette année, on est sur un cycle qui va être plutôt, c'est pas un conseil en investissement, mais porté sur l'IA, je pense, autre que le meme coin season. Mais je me base, voilà, psychologie de marché et analyse fondamentale. Point barre. Ouais, tu me fais penser, j'ai pas fait le disclaimer habituel et obligatoire. Tout le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, que ce soit de la part de David ou de moi-même. On partage simplement notre expérience, notre ressenti et notre avis sur le marché crypto, mais en aucun cas on invite qui que ce soit à investir sur tel ou tel projet. Du coup, si on rentre un peu plus dans ta stratégie, est-ce que tu as une stratégie d'achat qui est définie, sur laquelle tu te bases pour dire je rentre sur ce projet, et une stratégie de revente au-delà de la sélection des projets? Je parle en termes de cycle, en termes de prix, en termes, je sais pas, d'indicateurs techniques ou de multiples. Qu'est-ce qui fait, au-delà du fondamental, que tu vas rentrer? Est-ce que tu vas attendre un bon moment pour rentrer sur un projet que tu as identifié comme fondamentalement bon? Comme tu dis que tu prends en compte la psychologie des marchés, il y a un projet que tu peux trouver bon, mais si on est dans une phase complètement euphorique, tu vas peut-être te dire, bon, ben là, c'est pas le moment d'investir dessus. Donc voilà, quels sont en fait les éléments qui vont définir ta stratégie à l'achat et également dans ta prise de profit? Alors, si tu veux, à la base, je suis un investisseur, même si je suis porté assez sur un risque équilibré, je suis un investisseur, on va dire, agressif sur Bitcoin. C'est-à-dire, pour te donner un exemple, lors du dernier plus bas de Bitcoin à 15 800 $, je me rappelle, j'étais au boulot, j'ai entendu la news sur l'exchange qui a fermé, etc. Et je me suis dit, c'est le moment où il faut acheter. J'avais réellement un déclic pour acheter au meilleur moment. Et j'étais au boulot, je suis rentré chez moi et je suis allé all-in sur Bitcoin. Ma stratégie a démarré d'ici. Moi, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas faire all-in. Ouais, tout à fait. Bon, sur des alts, etc., je suis entièrement d'accord. Là, sur Bitcoin, ça fait partie de la strat. Je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que rentrer sur des altcoins au bottom de Bitcoin, ça peut être très risqué. Tu vois, bravo aux personnes qui ont acheté le Solana à 17 $. Mais par contre, voilà, c'est quand même hyper risqué. Alors que sur Bitcoin, ma confiance est à 100%. Je sais très bien que l'actif va rebondir. C'est toujours pas un conseil en investissement. Mais le fait de prendre directement position sur Bitcoin à son bottom, eh bien, ça m'a permis d'augmenter tout d'abord ma valorisation de portfolio sur
les premiers mois du nouveau cycle. Et derrière, lorsque j'ai vu une accumulation, donc là c'était aux alentours de 50 000 $, j'ai vu que Bitcoin stagnait un petit peu, j'ai décidé de revendre à ce moment-là. Ok. Tout passer en stablecoin et derrière de partir sur des alts à la correction qui a suivi. Donc c'est pareil, j'analyse le fondamental, j'attends une correction pour rentrer au meilleur moment. Je garde toujours une liquidité d'environ, là actuellement je dois avoir 15% en stablecoin, ce qui n'est pas dégueulasse en soi à cette époque du cycle. Et si je découvre un fondamental qui me plaît prochainement, je pourrais placer 2,5 à 5% de mon capital total sur ce nouveau projet. Ok. Et en termes de prise de profit, là, tu parles de positionner, enfin, je suppose que tu as des alts, comme tu le disais, dans ton portefeuille. C'est quoi ta stratégie de sortie sur ces cryptos? Alors, j'en ai plusieurs. Ça dépend, à nouveau, ça dépend de comment s'est comporté mes premiers investissements. Lorsque j'ai acheté les alts aux alentours de 50 000 $ lorsque le BTC y était, si tu veux, là, je voyais plutôt moyen terme. C'est-à-dire, on va voir comment ils vont se comporter sur ces prochains mois. Certains sont repassés en dessous de mon prix d'achat, donc de ce fait-là, j'ai renforcé mes positions. Okay. Et d'autres ont bien réagi, c'est-à-dire que j'avais déjà fait, je sais pas, plus 100 ou plus 200% sur les actifs. Les actifs sur lesquels j'avais déjà enregistré une plus-value, j'ai enregistré des ordres de vente à partir de plus 400%. Enfin, à plus 300%, donc x4. Okay. À x4, je sécurise 25% pour récupérer ma mise initiale. Et derrière, tous les x2, ce qui me permet d'augmenter ma taille de position. Pour les actifs, par contre, qui ont beaucoup plus corrigé que mon prix d'achat, eh bien, je me contente d'une stratégie de revente de tous les x2. Okay. Tous les 100%, je revends 50% et je laisse traîner la queue de ligne. D'accord, donc tu es plutôt sur une stratégie de revente en fonction de ton prix d'achat moyen et du coup de palier par multiple. Tout à fait, exactement. Avec deux préférences, l'hypothèse où les cryptos vont se valoriser, tu vas pouvoir sortir 25% à x4 et après tu as 75% de ton investissement, c'est que du bonus, c'est que du bénéfice, quoi. Exactement. Par contre, ces 75%, je ne les laisse pas traîner jusqu'au top parce que personne ne le connaît, hein, même le plus grand analyste trading ne saura pas le définir. Donc, ces 75%, quand même, à chaque fois que je fais x2 dessus, je sécurise 50%. J'imagine que tu es passé par des émotions assez fortes, que ce soit des émotions positives ou négatives. C'est quoi ton moment le plus fort émotionnellement, qu'il soit bon ou enfin, qu'il soit agréable ou désagréable? Je te dirais les premiers investissements qui réussissent. Les premiers investissements. Si tu veux, sans parler de crypto, à la base, j'avais commencé par le trading Forex, donc en suivant des alertes qu'on me partageait. Ok. Donc, je te parlerai plutôt d'un point de vue émotionnel du Forex. Parce que tout simplement, sur le Forex, j'ai fait les erreurs les pires que tu puisses faire en investissement. C'est, tu as l'impression d'être le roi du monde, tu as l'impression d'être plus intelligent que ton voisin, tu prends pas profit, tu te dis ça va continuer à monter. Et j'imagine que c'est exactement pareil au niveau des cryptos. Mais l'avantage au niveau des cryptos, c'est que grâce au Forex, grâce aux erreurs que j'ai faites précédemment et voilà, tout ce qui s'est passé émotionnellement, et bien sur la crypto, j'étais beaucoup plus préparé psychologiquement. Okay. Ouais, mes premiers gains crypto, quand tu fais ton premier x2 sur un projet, tu récupères une belle somme en USDT, tu es là, putain, je suis content, tu vois. Mais derrière, j'étais encore assez jeune et je rentrais directement sur un nouveau projet.
Et donc, niveau émotionnel, ça va. Je suis quand même assez détaché, mais je te disais, c'était au tout départ, lors des premiers invests où tu as l'euphorie. J'ai jamais eu réellement de... C'est-à-dire que quand tu as commencé, en fait, tu as fait des bonnes performances et Oui. en Forex, quand tu as démarré. Ce qui a fait que tu t'es senti un peu, voilà, un peu le melon, peut-être un peu trop de confiance. Et derrière, des moments plus difficiles qui t'ont rendu peut-être plus humble quand tu es arrivé sur le marché crypto. C'est ça? Exactement ça. Ouais. Exactement ça. Ça a été un très bel apprentissage. Et à nouveau, hein, sur le marché crypto, ça m'arrive encore, tu vois, d'être un petit peu euphorique, mais je regarde ma stratégie qui est écrite noir sur blanc chez moi et je me dis non, tu suis ce que tu as dit, David, et tu fais plus ces erreurs comme j'ai pu faire lors du précédent cycle, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as déjà subi un événement qui n'était pas dépendant de ta volonté? Dans le sens où les décisions, enfin, tes réussites ou tes échecs en investissement crypto, le fait de perdre de l'argent ou de vivre des émotions, c'est assez dépendant de toi. Mais tu peux aussi, dans la crypto, perdre de l'argent venant d'éléments extérieurs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu parlais de la faillite d'FTX quand Bitcoin est descendu à 15 500. Moi, par exemple, j'étais client de FTX. J'étais client aussi de Celsius. Donc, j'ai subi un peu ces faillites-là. Est-ce que toi, tu as des souvenirs comme ça marquants d'événements extérieurs qui t'ont impacté? Personnellement, non. J'ai toujours eu de la chance de ce côté-là. Mais vraiment, on parle de chance, hein, parce que n'importe qui, enfin FTX, plateforme numéro 2, tu vois, par exemple, j'aurais très bien pu mettre des billes dans FTX, comme Celsius, comme tu disais à l'époque. Hein. J'aurais très bien pu le faire, mais pour l'instant, je suis passé entre les gouttes. Ouais, c'est simplement de la chance que j'ai eue. Là, actuellement, pour augmenter cette chance, si tu veux, j'ai une stratégie qui, pendant les bull runs, je reste présent sur les exchanges à 100%. Et une fois que j'ai tout revendu, une fois que j'ai plus que du stablecoin en poche, là, je passe sur Ledger pour laisser passer justement tout ce bear market et éviter le souci qui pourrait arriver comme il y a eu sur FTX, tu vois. Oui, c'est vrai que généralement, ces faillites, elles interviennent pendant le marché baissier, puisqu'en marché haussier, il y a de l'argent, donc tout va bien pour tout le monde et pour les entreprises du secteur. Mais du coup, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu envisages d'être full stablecoin à un moment donné, 100%. Totalement. Ok. Totalement. Une fois que mes objectifs sur ce cycle seront atteints, et puis j'utilise quand même quelques outils. Voilà, quelques outils qui peuvent permettre, grâce à la psychologie de marché, de deviner est-ce que le moment est bon pour revendre, pour passer en stablecoin ou non. C'est des outils éducatifs, hein, c'est pas des conseils en investissement, bien sûr, mais ce sont des outils que j'utilise pas mal. Et j'ai vu que ça fonctionnait quand même, donc je vais utiliser tous ces outils-là, plus mes connaissances personnelles pour sortir, peut-être pas au top, hein. J'ai pas de boule de Oui, cristal. on peut pas. Enfin, oui, bien sûr. Mais si je peux sortir 10% avant le top, c'est parfait. Il paraît qu'il vaut mieux sortir un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Ah, ce qui paraît, ouais. D'accord, ok. Et donc, par rapport à ta sortie, si tes niveaux de prise de profit ne sont pas atteints et que pour toi, le cycle touche à sa fin, on est dans une extrême euphorie, on en parle partout, tout le monde nous parle de crypto. Donc ça fait partie peut-être des éléments qui peuvent nous alerter sur un potentiel top de marché à venir. Si tes cibles ne sont pas atteintes, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à ce moment-là, généralement, on a quand même un marché qui monte, qui est euphorique et qui nous incite, qui nous donne envie de réinvestir et pas de vendre. Et toi, tu n'auras pas atteint tes objectifs. Du coup, est-ce que tu penses que tu vas arriver à dire, OK, là, j'ai pas atteint mes objectifs, mais tant pis, je coupe? Alors, si tu veux, comme je disais précédemment, mon côté émotionnel par rapport à la crypto, il est vraiment proche de zéro à l'heure actuelle. C'est
c'est une chance, ça fait partie de ma personnalité. Et je t'avoue que si je vois tous les voyants passer au rouge, je m'en fiche totalement. Je passe tout en stablecoin, dans plusieurs stablecoins, et je sors du marché. Je préfère me planter et, entre guillemets, voir d'autres personnes prendre du profit. Ça me fera plaisir pour eux. Mais d'un point de vue psychologique, aucun souci, je sors. Toi, le fait de sortir et de plus être dans le train ou dans la fusée qui part sur la Lune, t'es à l'aise avec ça? Parce qu'en fait, moi, je vois beaucoup de gens qui ont envie d'être dans le train et qui ont du mal à sortir quand ça continue de monter. C'est extrêmement difficile. Ouais. Mais ça, j'imagine que tu es pareil que moi, Joe, hein. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Il faut avoir connu plusieurs cycles. Il faut avoir connu des hauts, des bas. Et puis surtout, je me rappelle sur le cycle précédent où là, tu te retrouves avec peut-être pas du jour au lendemain, mais en l'espace de quelques jours, des altcoins qui font du moins 95%. Et tu te dis, putain, j'ai été bête. T'apprends de tes erreurs et là, c'est pour ça. C'est toujours plus facile de refaire l'histoire une fois qu'elle est faite. Exactement, ouais, tout à fait. Tout devient clair. Une fois qu'on regarde derrière, on dit, bah oui, c'était évident. Mais sur le moment, ça l'était pas forcément. Ouais, exactement. Mais après, non, réellement, une fois que les signaux tourneront au rouge, je sors. Je reste spectateur. Quand tu parles des signaux, quel serait pour toi l'élément le plus important à suivre? Psychologie de marché. Je suis un adepte on va dire, de ce signal, la psychologie de marché. Tu le vois déjà dernièrement, j'imagine que toi étant, pareil, une figure dans le monde crypto, tu as dû entendre des collègues à toi qui parlaient pas de crypto et qui finalement t'ont dit « Ah Joe, d'ailleurs, tu as vu Bitcoin 100 000 $, etc. » Ouais, les 100 000, ça a vraiment été un seuil important. Ouais. Exactement, et on s'est payé une correction. En fait, la psychologie de marché, pour moi, c'est le point à suivre. Si Tata Martine, qui n'y connaît rien, commence à te dire j'ai acheté du Bitcoin, ça commence à pas sentir bon. Ouais. Mais, donc là, du coup, on l'a vu un peu, mais qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que voilà, tu aies senti peut-être un peu d'euphorie, tu n'es pas tout sorti? On n'est pas au bout. La masse n'est pas encore arrivée. Ça, et du coup, en fait, parce que pour moi, toute la difficulté, ça va être de juger à quel moment on a atteint du coup cette limite d'euphorie sur les réseaux sociaux ou même dans le voisinage ou au travail pour ceux qui vont au bureau et qui ont des collègues de bureau. Tu vois, quand je te dis c'est quoi l'élément à suivre, j'entends la psychologie de marché, j'y suis aussi très attentif, mais concrètement, enfin, comment tu peux dire, bon, bah là, il y a un niveau qui a été atteint qui fait qu'il faut sortir? Alors, pour ça, je me base énormément sur les données Internet. Tout d'abord, le Fear and Greed. Bon, le Fear and Greed, si là, on va taper les 120 000 $ avec BTC, le Fear and Greed, il va exploser, tu vois, mais ça ne voudra pas dire qu'on est en fin de cycle. Derrière, on peut regarder aussi les statistiques d'applications. Si par exemple, Coinbase arrive dans le top 5 des applications les plus téléchargées cette semaine, ça te met une petite puce à l'oreille, tu vois. Ça veut te dire, tiens, il y a des gens qui n'étaient pas en crypto, ils y arrivent. Et derrière, les Google Trends sur Bitcoin, sur comment acheter Bitcoin, sur tous ces points-là. En fait, c'est plein d'éléments statistiques sur Internet qui vont te permettre, enfin, qui me permettent de savoir si la masse rentre ou non. Ok. C'est le fait de combiner tout ça. Ouais, c'est un croisement de données. Et au niveau analyse technique, est-ce qu'il y a des indicateurs que tu regardes sur les graphiques? Je suis nul en graphique. Ouais, après, même, enfin, moi, je suis loin d'être trader et d'être spécialiste de l'analyse technique, mais je regarde des indicateurs comme le RSI, par exemple, qui donne des niveaux de surachat et de survente. Oui. Et historiquement, ça donne quand même des tendances pour des zones intéressantes pour investir et des zones peut-être plus intéressantes pour prendre des profits. Après, des fois, c'est peut-être trop tôt ou trop tard, mais bon, ça donne une idée aussi de un peu ce qui se passe sur la psychologie des marchés. Bon, enfin, moi, je considère que l'analyse technique,
sur les graphiques, on a la retranscription de ce qui se passe au niveau de la psychologie des marchés. Je suis d'accord avec toi. Et c'est un domaine que je devrais plus creuser pour augmenter à nouveau mon expertise dans le monde crypto. Mais j'ai pas encore trouvé le temps. Après, comme tu le dis, hein, le RSI, je sais lire cet indicateur et c'est vrai que je pourrais l'ajouter à mon analyse. Sauf que derrière, étant donné que ma stratégie est faite, étant donné que mes prises de profit sont enregistrées, ouais. Eh bien, il y aura simplement en cette fin de bull run où la sonnette d'alarme sera tirée et où je passerai tout en stablecoin. Il y aura simplement à ce moment-là où j'aurai besoin réellement d'un indicateur supplémentaire, tu vois. Donc, dans ce cas, tu vois, tu m'y fais penser, je l'utiliserai, le RSI, ce sera ma petite dédicace pour Joe. Mais ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, mais à l'heure actuelle, l'analyse technique, j'utilise pas. Ouais, je me base principalement sur la psycho. Ok, ça marche. Quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, qui n'a pas du coup l'expérience, voilà, ni les connaissances sur le marché, quel conseil tu lui donnerais pour pouvoir bien commencer? Attends le prochain cycle. Attends le prochain cycle. Forme-toi sur les chaînes YouTube. Il y a à nouveau la chaîne de Joe qui est vraiment très très bonne et très explicative. Il y a ma chaîne YouTube aussi. Et il y a plein d'autres personnes qui font des contenus sensés. Mieux vaut laisser passer un cycle, surtout que là, on arrive, on va dire, on est peut-être à, allez, si on est optimiste, on est à 50% du cycle haussier. Si on est pessimiste, on est peut-être à 90% du cycle haussier. C'est à vous de juger. Mais mieux vaut utiliser ce temps pour te former, augmenter ta liquidité disponible pour le prochain cycle et racheter Bitcoin au plus bas. Ou alors, là, ce serait la meilleure solution, c'est te prendre un coaching avec un professionnel. Je parle de Joe, hein, forcément. Toi, tu penses du coup que ce serait trop tard peut-être pour se lancer maintenant? Alors, c'est pas que ce serait trop tard, mais c'est, imagine au niveau psychologique, tu rentres aujourd'hui et tu as l'alt season qui commence dans, on va dire, juste après le 1er janvier, grâce à l'investiture de Trump, etc. L'alt season, etc. La prise de profit va être extraordinaire. Et psychologiquement, il faut tenir. On dit toujours il faut tenir lorsqu'on perd de l'argent, mais il faut tenir lorsqu'on en gagne. Et je veux dire, rentrer à l'heure actuelle, si tu as quand même une petite base, si tu as compris l'importance des cycles de 4 ans, si tu as compris la psychologie de marché, si tu as compris la taille de position, si tu as quand même une stratégie déjà préétablie, tu peux rentrer, aucun problème. Mais quelqu'un qui serait nouveau, quelqu'un qui voudrait juste, tiens, j'achète Bitcoin parce que, tu vois, je suis tombé sur une vidéo qui disait faut acheter. Prends du temps, éduque-toi, comprends ne serait-ce que les thèmes principaux, la durée du cycle, la psychologie de marché, le fondamental des projets, etc. Enfin, ça demande quand même une certaine connaissance. Ouais, pour toi, il y a une phase d'éducation, de formation qui est primordiale avant de mettre le premier euro sur un projet crypto. Tout à fait. Même sur Bitcoin. Même sur Bitcoin. Okay. Ouais, surtout sur Bitcoin. Parce que si tu n'as pas la connaissance du marché, que tu mets de l'argent sur Bitcoin et derrière tu te prends le bear market en pleine dent, que tu perds 80% de ce que tu as investi sur Bitcoin, tu vas plus croire en Bitcoin. Sauf que là, le souci, ça n'aura pas été Bitcoin, le souci, ça aura été toi et tes connaissances limitées. Donc, on respecte cet actif. On est sur un actif révolutionnaire, la crypto-monnaie, et mieux vaut prendre du temps pour s'éduquer, que ce soit en contenu gratuit ou payant, mais il faut s'éduquer. Ok. Quel est le secteur là maintenant qui pour toi a le plus d'avenir? Je te dirais lié. Ça a coupé, j'ai pas entendu. L'intelligence artificielle. Ok. Ouais. Et quel est le plus sous-coté? Parce que l'IA, du coup, elle est quand même bien mise en avant. Beaucoup de monde en parle. Est-ce qu'il y a un secteur qui est un peu peut-être sous les radars
et qui, pour toi, a toute sa place et voilà, dans l'écosystème crypto? Les NFT. Ok. Ouais. Si tu veux, au cycle précédent, le NFT a été mis en avant par une bande, entre guillemets, de personnes stupides qui mettaient en avant simplement des images de singes, etc. Bref, je ne juge pas, tu vois, c'était un investissement comme tout autre. Sauf que les NFT sont utiles, mais tellement utiles dans d'autres choses, tu vois. Tu peux avoir ton empreinte digitale enregistrée sous forme de NFT et donc qui pourra dire que tu es toi, que tu es Joe. Ouais. Les NFT sont sous-cotés tout simplement parce qu'on les compare à de l'art, mais qu'ils ont une réelle utilité dans l'avenir. Ouais, c'est intéressant. J'aurais pas pensé, mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Carrément. Et un secteur qui serait surcoté, à l'inverse, dont on parle beaucoup, mais bon, peut-être un peu trop. L'IA aussi. Ok. Ouais. Tu as beaucoup de projets qui se développent sur l'IA, tout simplement parce que ça crée une certaine hype. Mais tu as certains projets qui sont bien faits, d'autres beaucoup moins bien. Et Oui. tu vois, à nouveau, hein, le risk-reward est toujours corrélé au risque. Et Ouais. c'est pour ça que, pour moi, ouais, l'IA, c'est à la fois le meilleur secteur, mais à la fois le plus surcoté. Ok. Si tu pouvais avoir réponse à toutes tes questions par un magicien qui sortirait d'une lampe, par un génie, quelle serait, et tu as droit à une question, quelle serait la question à laquelle tu pourrais avoir une réponse que tu ne peux pas avoir aujourd'hui? À quel prix sera le prochain top Bitcoin? Avoir le prix exact. Ouais. Ok. Et être... Ouais, voilà. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que tu regardes souvent la valeur de ton portefeuille ou le cours des cryptos? Alors, Quelle fréquence? Alors, j'imagine que ça change en fonction des moments. Là, actuellement, on enregistre cet épisode, on est le 22 décembre 2024. Sur ce mois de décembre, tu étais à quelle fréquence? alors, si tu veux, lorsqu'on a affaire à des corrections, je regarde pas. Donc là, Ok. actuellement, on est sur une correction de Bitcoin quand même sympatoche. Je regarde pas. Par contre, quand on est en période de prise de profit, je regarde, tout simplement pour manager, déjà pour mettre à jour ma feuille de suivi crypto, de plus pour mettre à jour mon delta, mais aussi pour manager, voilà, si une correction suit, que je sache exactement combien d'USDT j'ai, etc. Donc là, actuellement, je te dirais, ces jours-ci, une fois tous les 2 jours, pour Ok. vérifier le prix de Bitcoin. Mais Ouais. en période d'euphorie, ça peut être 4 fois par jour. Ok. Ça va, c'est très raisonnable. Je trouve. Le meilleur moyen de gagner de l'argent en crypto? Acheter bas. Ouais. Aussi simple. Aussi La, simple. la plateforme que tu... Après, ouais, c'est assez facile à dire, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Tout à fait. Par rapport à revendre haut, c'est Ouais. beaucoup plus simple d'acheter bas. Je veux Ouais. dire, lors du démarrage du prochain cycle haussier, il suffira d'attendre avec des stablecoins et d'essayer de voir la pire news qui puisse sortir. Une fois qu'elle est sortie, on saura qu'on est au plus bas, comme FTX sur le dernier cycle. Tu penses qu'on va avoir d'autres catastrophes de ce type-là, comme on a à chaque marché baissier? Certainement, bah, bien sûr, Ouais. bien sûr. On va nous attendre avec le fusil là en coin, en disant allez, qui re-rentre, et bam, nous balancer une mauvaise nouvelle. Et Ouais. ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, comme là je parlais du USDT tout à l'heure, ça peut être carrément USDT qui ferme ses portes ou qui est en liquidation judiciaire ou autre. Et dans ce cas-là, si tu as des USDT, eh bien, c'est fini. Il y a plein de trucs, il n'y a pas uniquement les plateformes ou autres. Le DPEG de stablecoin, pour l'avoir connu avec l'UST, ça fait bizarre. Ah, t'as participé? Ah oui, Ah ouais, t'en ouais, as eu, ouais, exact.
Bah, moi, quand il y a un truc qui crache, généralement, je suis dedans. Ouais, tu vois, mais c'est pareil, j'ai eu vraiment de la chance parce que je suis passé à nouveau, on parlait tout à l'heure, mais je suis passé entre les gouttes sur l'UST. Ouais. Après, tu vois, je suis là, je suis encore là, je suis vivant, je suis bien. Ça vient aussi du money management et du capital que je pouvais avoir alloué sur ces différents projets ou plateformes. Voilà, faut toujours bien manager son risque. Tout à fait. Tout à Et, fait. et en parlant de ça, par rapport aux plateformes d'échange, donc qui peuvent présenter des risques, quelle est celle que tu utilises le plus? Binance. Ok. Binance beaucoup. Après, j'en ai plusieurs, hein, KuCoin, Gate.io, MEXC, etc. Mais j'aime bien Binance pour une seule raison, c'est le fait que ce soit la plateforme numéro 1, qu'ils aient énormément d'argent, forcément, vu qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites sur leur plateforme. Eh bien, le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, ça leur permet d'investir énormément d'argent dans la sécurité. Ouais. Et c'est simplement pour ça. Ok. C'est quoi la crypto que tu as le plus accumulé au cours de ce cycle? Je t'aurais dit le AGIX à l'époque. Maintenant, je vais dire le ASI. Ouais. Ok. J'ai vraiment acheté à un bon prix. J'en ai acheté pas mal parce que j'ai tout de suite cru au projet. Mais ouais, là, actuellement, je suis sur une très belle performance. Ok. Au niveau de ton portefeuille, c'est quoi ton ratio entre, si tu connais, Bitcoin, Ether, ou des grosses capitalisations versus des cryptos à faible capitalisation? Il doit me rester 5% de BTC. ETH, j'en ai pas. C'est pas une crypto que j'apprécie énormément. Ok. J'ai 1% de Solana. Ouais. Là, je te parle grosse capitalisation. Et derrière, ma stratégie, comme je disais, il doit me rester 15% de stable et le Ouais. reste en altcoin. Ok. T'en as combien? T'es diversifié ou parce qu'il y a beaucoup de portefeuilles crypto qui sont atomisés plus que diversifiés. Ouais. T'es sur quel ordre de grandeur en nombre? Là, je te dirais, j'ai une quarantaine d'alt. Ouais. Tu juges que c'est bien, trop, pas assez? C'est équilibré par rapport à mes capitaux. Ok. Si tu veux. Ça permet d'avoir une taille de position quand même sympa. Et derrière, un management du risque qui est quand même très, très équilibré et qui me permet, tu vois, pendant les moments d'euphorie, eh bien, j'ai souvent un ou deux altes qui tapent mon objectif, tu vois. Ok. Ouais, je suis content de cette stratégie. Ok, ça marche. La pire crypto que tu as eu en portefeuille? Je vais te La dire, crypto où tu t'es dit, mais pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai investi dans ce projet? Si ça le si c'est arrivé, si tu as eu un regret d'investissement ou pas. total. Total. Et cette crypto, c'est le NDO. NDAU. Hmm. Je peux raconter la petite histoire? Vas-y. Ok. Si vous voulez, comme je vous expliquais, je faisais partie d'un marketing relationnel qui promotionnait la crypto Endo, une crypto qui permettait d'avoir un, un API non, un retour sur investissement. Merde, j'ai oublié le mot. C'est APY. APY, hein, en anglais. APY, merci. Ouais. Qui permettait d'avoir un APY de 25% à l'année. Chose très intéressante, sauf que derrière, il n'y avait aucun fondamental. Donc, j'ai fait l'erreur de promotionner cette crypto, vu que j'étais entrepreneur au sein de ce marketing relationnel, et d'en avoir moi-même en portefeuille. Et à l'heure actuelle, eh bien, je suis le premier à dire sur le Telegram de cette crypto, bon, bah, les mecs, arrêtez de croire au petit Jésus. Ouais. On a perdu l'invest, et c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Pour toi, c'est fini le Endo. Totalement, totalement. La perf dont tu es le plus fier? Oh, je te dis, c'est le rachat de Bitcoin à 16 000 $. Ouais, ok. Vraiment. Ouais, d'autant plus que c'est, comme tu l'as dit, tu vois, on ne peut pas timer le top de marché ou le bottom. Donc d'avoir réussi à acheter le bas de marché. Ouais, je comprends. Ah, mais vraiment, c'est. Et puis, j'en ai beaucoup parlé, tu vois, tellement j'étais fier de moi. Ouais.
Tellement j'étais fier de moi. Tu regardes, je l'avais fait en 3 transactions sur mes différents exchanges crypto et tu regardes la première à, je crois que c'était 15 950. Et tu te dis, putain, à 150 $ près, j'avais le plus bas. Non, non, vraiment, je suis content de ça. Et Ouais. je vais essayer de le réitérer à chaque cycle. Carrément. La qualité pour un investisseur crypto, la qualité la plus importante à avoir pour réussir. Je te dirais, virer les émotions. Ouais. Ne pas être attaché émotionnellement au portefeuille. C'est celle Mhm. que personnellement j'utilise et ça me réussit jusque maintenant. Donc ouais, c'est celle-ci, ouais, tout à fait. Mhm. Et toi, ce serait laquelle? Ouais, les émotions, effectivement, c'est quelque chose qui est indispensable à gérer, et ça reste quand même difficile. Je dirais, pour dire autre chose, je dirais la rigueur et la discipline dans l'écriture de sa stratégie et le respect également du plan qui va découler de la stratégie. Et en fait, pour moi, c'est aussi une des clés en fait, pour ceux qui seraient soumis à leurs émotions. Enfin, moi, je sais en tout cas, ça m'aide beaucoup à me détacher des émotions. C'est de me dire, voilà, ton plan, c'était ça. Si tu as écrit ça, à un moment donné, c'était quand même qu'il y avait des raisons. Donc après, tu peux de temps en temps ajuster ta stratégie. Tu peux la remettre en question parce que le marché évolue. Il y a des éléments qui rentrent en compte qui peuvent peut-être changer certaines choses. Mais en tout cas, ça va permettre dans des moments de forte montée ou de forte baisse, parce que c'est souvent dans ces moments-là que les émotions elles sont mises à rude épreuve, de pas paniquer, que ce soit parce que la hausse aussi, ça peut entraîner beaucoup de stress, de dire voilà, j'ai mon plan, je suis tranquille. Et voilà, tant qu'on a les convictions aussi qui sont solides, ce que tu disais aussi dans la formation et l'apprentissage, c'est aussi d'avoir des convictions de ce dans quoi on investit, qui permet d'être costaud sur les appuis quand on vit des phases fortes de volatilité. Tu vois, on est exactement pareil en fait, Joe. Hein. Tu aurais pu t'auto-interviewer. Moi, non, je pense que je suis je suis moins détaché des émotions que toi. Ok. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Moi, en fait, si tu veux, j'ai bien conscience de tous les biais cognitifs et émotionnels. Mais je les vis toujours. Tu vois, je suis sur mon 3e cycle haussier et je ressens un peu ces émotions. Alors, pas à la baisse, mais à la hausse, ouais. À la hausse. Ce sentiment d'euphorie, je le ressens un peu, ouais. Malgré tout. On n'est pas parfait. Hein. Ouais. Quelle est pour toi la pire crypto à ne pas acheter maintenant? Il y en a beaucoup. Mais une crypto peut-être qui fait pas mal parler et qui pour toi, c'est pas forcément une bonne chose. Cubique. Ok. Ah, vraiment, ce projet, je l'ai vraiment détesté. Ah ouais. Ouais. C'est un projet que j'ai analysé fondamentalement. Et je suis loin d'être un expert en analyse fondamentale. Je fais juste plus de recherches que d'autres. Et vraiment, c'est pas un projet que j'ai apprécié étudier. Ouais. Voilà, même l'équipe derrière. Enfin, tout est brouillon dans ce projet. Je comprends pas la hype qu'il y a autour. D'accord. Ok. Et sans faire de conseil en investissement, à l'inverse, une crypto peut-être qui est un peu sous-cotée et pour laquelle tu penses qu'aujourd'hui ça pourrait être intéressant. Alors, ça va pas te plaire, mon cher Joe, mais je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié le Jasmine. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Ça, Ouais. c'est la vidéo, je pense, qui m'a valu le plus d'insultes. Ouais. Ah ouais. Ah mais il y a des commentaires, j'étais obligé de les supprimer. Ouais. Ah ouais, il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié que je mette en avant certaines zones d'ombre, ou enfin, d'éléments que moi je jugeais négatifs. Ouais. Et les gens mettent beaucoup d'émotions dans leurs investissements parce qu'effectivement, moi, j'ai pas non plus la science infuse. Je partage mes recherches et j'ai toujours plaisir à lire les commentaires de gens qui viennent apporter des éléments contradictoires, sous réserve que ce soit respectueux. Et heureusement, il y en a eu beaucoup aussi. Mais ouais, le Jasmine, ok. Donc toi, pour toi,
une crypto du coup qui pourrait se valoriser et un projet qui pourrait être adopté. Oui, Ok. peut-être. Après, ce sont mes convictions personnelles et c'est simplement que j'ai apprécié le fondamental, j'ai apprécié l'étude de ce projet. Ouais. Et voilà, ça n'engage que moi, hein. J'ai vu ta vidéo, elle est très bien faite et elle est très complète, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur certains points négatifs. Mais derrière, voilà, j'ai dû mettre 0,5% de mon portefeuille sur ce projet. Ouais. Donc, tu vois, je m'expose pas non plus à une taille de position surévaluée. C'est voilà, un projet que j'ai apprécié étudier. C'est pour ça que. Ok. Est-ce que c'est un projet que tu garderais sur 10 ans? Non. Non. Aucun. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que ton objectif, c'est de passer en full stablecoin sur la fin de ce cycle. Mais s'il y a une crypto que tu devais garder sur 10 ans, si possible hors Bitcoin, est-ce qu'il y en aurait une ou vraiment pour toi, c'est impossible à envisager? Impossible. Et Bitcoin? Bitcoin sur 10 ans? Oui, Bitcoin uniquement. Bitcoin uniquement. Si tu veux, je pars du principe où je suis un investisseur. Et un investisseur, il achète bas et il revend haut. Ça s'arrête là. Je me marie avec aucun projet. Et si par hasard, il me reste quelques poussières ou alors qu'il y a un projet que j'ai pas réussi à vendre sur ce cycle, eh bien, je partirai du principe où c'est un investissement perdu. Ok. Bon, je garderai parce que je revends jamais à perte. Donc, je réentamerai un nouveau cycle avec ce projet en portefeuille, mais j'y croirai plus. Tu ne revends pas à perte, c'est-à-dire que si tes indicateurs te montrent qu'il faut sortir du marché, malgré la non-atteinte de prise de profit, tu vas vendre ceux pour lesquels tu vas générer un bénéfice et ceux sur lesquels tu as perte, tu les gardes même si tu penses que ça va perdre peut-être encore 50% ou plus. Alors, ça dépendra à nouveau de mon exposition. Là, à l'heure actuelle, ça va, tu vois. Je dois avoir réellement 5 projets qui n'ont pas encore tapé leur objectif 1. Donc, D'accord. ça va, tu vois. Ok. Je ne suis pas à plaindre. Et au pire, si c'est 5 projets, ça va représenter, allez, je vais te dire, ouais, peut-être 10-12% de mon capital total. C'est Ouais. pas grave. Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais au niveau de la phase de marché dans laquelle on se trouve, je dirais peut-être entre 50 et 90% du cycle. Voilà, après, chacun se fait son avis, bien sûr. Toi, tu es plutôt 50% ou plus? Je dirais qu'on est à peu près à 65% Ok, du cycle. Enfin, je veux dire je parle pas à partir du bottom. Si on parle à partir du bottom, on serait à peu près à 70%. en termes j'ai pas précisé, en termes de temporalité ou de prix? En termes de temporalité. D'accord. Donc, le bottom, c'était en novembre 2022. Ouais. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, ça voudrait dire qu'il reste environ 1 an. Mm. Si on est à 2 tiers, si tu dis 65%, ça fait à peu près 2 tiers. Dans ce cas-là, c'est moi qui me plante au niveau des calculs. Non, Ouais. pour moi, fin du bull run, ça arrivera, allez, sans être un conseiller en investissement, hein, entre mars et juin 2025. Ok, C'est Voilà, j'avais fait un contenu là-dessus et je trouvais cette étude sur la psychologie de marché qui est plutôt intéressante et plutôt réelle. Et je serais une baleine, c'est comme ça que j'agirais. C'est une fois que Noël, les fêtes, les bonnes résolutions du Nouvel An sont passées et que la Saint-Valentin est passée, bah c'est là pour moi où les gens vont re-rentrer sur le marché. Monsieur, madame, tout le monde vont se dire, putain, j'ai rien à payer en mars. Allez, let's go. Ils vont rentrer sur le marché et c'est là où je partirai avec toute la caisse. ok. Et tant qu'on est dans les prédictions, euh, tu rêverais d'avoir la réponse à cette question, comme tu l'as répondu tout à l'heure. Quelle serait du coup ta prédiction sur un top de marché sur ce cycle pour Bitcoin? Parce que là, ça y est, tout le monde y va de sa prédiction. On a des prédictions, on va dire,
je ne sais pas si on peut dire pessimiste ou raisonnable, autour des 120, 125, et on entend des trucs assez, j'allais dire délirants, je ne sais pas si c'est délirant, mais ça va très très loin. Il y en a qui montent à 400, 450, voire 500 000 sur ce cycle. Toi, tu te positionnes comment? Alors, lors du dernier bear market, je m'étais dit on va monter à 120 000. Sauf que, force est de constater à l'heure actuelle qu'on y est quand même assez proche. Et qu'il faudra réellement que Bitcoin parte sur la Lune pour faire rentrer la masse et pour justement profiter de cette euphorie. Je te dirais maximum 150, mais vraiment le max du max. Ok. Je serais plus sur un 135, 135, 130, 135. Par contre, ceux qui attendent Bitcoin à 500 000, qu'ils attendent 4 ans de plus. Ouais. Peut-être au cycle d'après, pour toi, c'est envisageable en demi-million. Ouais, totalement. Ouais, je pense. Après, ça dépendra du bottom, du futur bottom de Bitcoin, tu vois. J'espère le voir à 30 000. 30 000, pour moi, ce sera un prix correct. Si on est à 30 000, ouais, bien sûr que les 100 000 vont être cassés facilement. Les 200, pareil. Enfin, tu vois, après, on n'a pas de boule de cristal. J'aimerais en avoir une. On l'a compris, ouais. Est-ce que tu crois à la théorie, du coup, j'en déduis que non, mais on parle d'une théorie de super cycle, cette fois, sur Bitcoin, avec l'arrivée donc, des institutions, des États qui veulent créer des réserves stratégiques. Donc, on a un engouement qui va au-delà, bien au-delà maintenant des cypherpunks ou des premiers geeks à s'être intéressés à Bitcoin. Est-ce que tu la comprends, cette théorie? Oui. Ouais, totalement. Après... Et qu'est-ce qui fait que tu penses malgré tout que ça n'arrivera pas à 200 000 ou plus sur ce cycle? Tout simplement parce qu'il y a des gens plus riches qui ont beaucoup plus de Bitcoin que nous, qui vont vouloir nous prendre tout notre argent. C'est comme ça à chaque cycle. Les institutionnels, eux, ne peuvent pas manipuler le marché. C'est-à-dire, ceux qui ont créé les ETF, etc., ils ne pourront pas revendre tout leur Bitcoin en même temps que les baleines. Par contre, les baleines, elles ne vont pas s'embêter. Un petit peu comme le cycle précédent, tu as eu le premier top, tu as eu une correction et tu as eu le deuxième top à 69 000 $. Eh bien, pour moi, on n'a eu qu'un seul top, le premier. On est arrivé au top, les baleines ont tout revendu. Ouais. Il a fait chuter le marché, sauf que derrière, l'euphorie de marché était encore présente. Le prix est remonté, a touché un nouveau top, et c'est là où les baleines se sont encore plus gavées, parce que lorsqu'elles ont vu que le marché se retournait de manière positive, c'est une théorie, hein, elles ont acheté et elles ont revendu plus haut. Et on aura peut-être à faire un cycle qui ressemblera au cycle précédent. C'est possible. Mais les baleines seront toujours là pour calmer monsieur, madame, tout le monde. Prenez profit. Et mieux vaut sortir, je sais pas, à 150 000 et passer tout en stable, toujours pas un conseil, hein, plutôt que d'espérer les 200 000 et de voir un retournement de Bitcoin même à 160. Bitcoin qui se retourne, qui perd 5%, ça fait moins 16 000 $, ça ferait du 144 000. Donc pas énorme, sauf que les altcoins derrière vont perdre 25-30%. Non, mieux vaut sortir avant. Ok. Et par rapport à ces baleines, du coup, est-ce qu'il y a des données que tu suis, des données on-chain? Je sais qu'il y a pas mal d'indicateurs où on peut voir un peu les positions des long-term holders ou des court-term holders. C'est ceux qui ont des positions plus longues dans le temps, avec des quantités de Bitcoin également qui sont plus importantes. Et ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver gratuitement sur des sites de données on-chain. Est-ce que ça fait partie des éléments que tu suis ou pas?
Je t'avoue que tout ce qui est graphique, je suis assez éloigné. Je me base principalement sur la psychologie de marché. De toute façon, l'analyse des baleines ressemble approximativement à celle-ci, enfin ressemble approximativement à la psychologie de marché. Ils sortiront lorsque monsieur, madame, tout le monde auront mis toutes leurs économies. Du moins, c'est comme ça que je bosse. Ça fonctionne jusqu'à présent, si ça se trouve, me plante. Hein. Mais, en tout cas, si ça t'a réussi jusque-là, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. En fait, la psychologie des marchés, elle existe depuis la nuit des temps. Depuis que les marchés existent. Tout à fait. Mais tu vois, tu rajoutes avec le RSI tout à l'heure, et là, c'est vrai, avec les holders courts et long terme, tu rajoutes des points que je devrais étudier, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais que je ne fais pas. Peut-être par fainéantise, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas nécessaire aussi. Tu vois, des fois, qui peut le plus, peut le moins. Non, c'est pas ça. c'est que c'est mieux de faire simple. Des fois, tout simplement, faut les choses les plus simples, parfois, c'est celles qui sont les plus efficaces aussi. C'est vrai. Parce que suivre trop de données, ça peut aussi se perdre, avoir des éléments d'information qui soient contradictoires. Et ça, voilà. Ça peut poser souci, quoi. Dans la prise de décision, quand les planètes ne sont pas alignées, que les éléments ne vont pas dans le même sens, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Oui. Je suis d'accord avec toi. Après, je sais pas, ça peut toujours rajouter de la connaissance, hein, d'aller consulter toutes les données, etc. Mais personnellement, à l'heure actuelle, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise. Ouais, ok. Moi, je sais que j'aime bien suivre un peu les 4 types de données, macroéconomiques, techniques, on-chain et de sentiments de marché. Et ce que j'observe, parce que je le fais depuis bientôt 1 an, c'est qu'il y a quand même une convergence des indicateurs. Ça va quand même ensemble. Comme je disais tout à l'heure, l'analyse technique n'est que le reflet de la psychologie des marchés, donc forcément, il y a une corrélation entre les différentes données. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que sur 2025, il y a un événement que tu attends? Tu sais, en 2024, on savait qu'il y avait le halving, on savait qu'il y avait l'élection présidentielle, on savait qu'il y avait des événements qui pouvaient être marquants pour cette année 2024. Est-ce qu'il y a des éléments que tu vois en 2025 sur lesquels tu vas porter de l'attention? L'investiture de Trump, hormis ça, non. Parce que ça rajouterait une donnée à analyser supplémentaire ou ça ajouterait un côté émotionnel. Le fait de croire en une date, c'est un peu comme Noël, tu vois. Quand tu attends Noël, tu es tout excité, tu es là, tu vois les cadeaux, etc., que tu as commandé au Père Noël, s'il y a des enfants qui regardent. Et tu es assez excité, ça rajoute un côté émotionnel supplémentaire. Ouais, je m'écarte assez de tout ça. Je m'écarte assez, ouais. Ok. De quoi? Et toi? Non. Cette année, 2025, je vois pas. Je pense qu'il va se passer des choses, évidemment. On va avoir des surprises. Mais je ne sais pas quel événement. Enfin, non, Ouais, il n'y a pas grand-chose, en fait, en 2025 de prévu, à part Trump, tu vois. Ouais, j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer sur le marché, de voir jusqu'où pourra aller Bitcoin. Mais c'est vrai que il n'y a pas de date ou d'événement particulier que j'attends sur l'année 2025. Peut-être voir un peu la macroéconomie, voir un peu comment ça évolue. Mais sinon, non. Il y a un gros bear market. Une belle chute. En 2025 ? Oui. Okay. Tu penses que ce ne sera pas tout de suite ? Moi, dans mes projections, on serait sur un top de marché plutôt sur fin 2025. Selon la théorie des cycles que j'ai partagée dans une vidéo, ça donnerait un top de marché autour du 25 novembre, plus ou moins 3 semaines. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des corrections de l'ordre de 50%, comme il y a eu sur le cycle de 2021. 50% sur Bitcoin, bien plus sur certaines altes, dont certaines qui ne se sont pas relevées. Mais on marque quand même un top de marché en novembre, même si après, pour toi, le top, il était plutôt en avril. Le prix le plus haut de Bitcoin, en tout cas,
Ça a été en novembre. Et sur le total 3, sur le total marché total crypto aussi. Donc après, tout est possible en 2025, mais selon la théorie des cycles, on serait sur plutôt novembre 2025. Mais ce que je remarque aussi, c'est que on a une répétition des cycles avec des phases de bull run et des phases de marché baissier, mais il y a toujours des petites différences. Par exemple, tu parlais d'un bas de marché à 15 500. Je me souviens à l'époque, on disait que ça ne pouvait pas passer en dessous des 20 000 $ parce que historiquement, Bitcoin n'était jamais passé en dessous de l'ATH du cycle précédent. Bon, c'est arrivé. Et pourtant, on a un cycle malgré tout qui se répète. C'est juste qu'il va y avoir des petites différences. Cette année, en 2024, on a connu un ATH sur Bitcoin avant le halving, puisque l'ATH était en mars et je crois le halving était en avril. Donc pareil, une petite différence en termes de timing sur l'atteinte de l'ATH du cycle précédent. Donc il peut toujours y avoir ces petites modifications. Donc si je me base sur la théorie des cycles, je me dis 2025 sera encore une belle année, avec des corrections comme toujours. Et ensuite 2026, probablement une année un peu plus difficile. Parce que derrière une phase euphorique, ben, on sait ce qui se passe, quoi. Ouais. Bon, c'est cool d'avoir ton avis, tu vois. C'est vrai qu'on n'en avait jamais discuté ensemble de ça. Ouais. C'est cool d'avoir ton avis, tu vois. J'irai voir ta vidéo. Ouais. Après. Ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je crois que ça fait maintenant 1 heure. Je te propose, si tu veux, un petit mot de la fin, une petite carte blanche pour terminer cet échange. Ça marche. Bah déjà, merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et mot de la fin, je dirais, on ne se marie jamais avec ses cryptos. Ok, carrément. J'en ai fait les frais. Toi, non. Sur quel projet? Je pense sur plusieurs. Sur plusieurs. Je pourrais te citer Polygon parce que c'est la crypto sur laquelle j'ai fait le plus gros multiple. Okay. Et j'ai enregistré un x79 en 2021 dessus. Et ben voilà, une crypto en fait qui m'a fait gagner de l'argent, qui à l'époque était ultra hype. Voilà, j'ai su prendre mes profits, mais en marché baissier, j'ai réinvesti dessus. Et force est de constater, en tout cas, à aujourd'hui, après, il aura peut-être un moment de performance quand voilà, l'écosystème d'Ethereum se réveillera. Mais force est de constater que sur 2023 et 2024, c'était pas un bon investissement. Ouais, je comprends. Et si j'avais pas fait ces multiples avec, bah, probablement, je serais peut-être pas revenu dessus, tu vois. Donc, ouais, se détacher émotionnellement des cryptos, voilà, qu'elles nous fassent gagner ou perdre de l'argent qu'on a investi, c'est, je pense, effectivement un très bon conseil. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Dac, eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite et à une prochaine. À très vite. Merci à toi, Joe. Passe un bon Noël. Bon Noël à tous. Merci. Ciao, ciao.